But I born ultras. Oui, mais je suis né ultra, moi. Blood is hot. Mon Before the game, sang I told the est player, avec eux. Les amis, on est de retour. On est de retour pour une nouvelle vidéo pépite. Une nouvelle vidéo pépite mercato. Attention, attention, ce n'est pas simplement une recrue scrutée par le board marseillais. Il apparaît réellement en plan B en cas d'échec des négociations avec le fameux OEA. Je suis un pas de l'OM. Mais pour démarrer cette vidéo, bien évidemment, les amis, l'incontournable, l'irrésistible, celui que vous adoubez sur les réseaux, mon ami El Gringo. Comment il va, mon poteau? Très très bien, très très bien. Après une légère déception sur Ricky Fernandez, hein, parce que honnêtement, j'avais été assez déçu de ce que j'avais vu. Je m'attendais à beaucoup plus fort. Et ben là, on s'attaque à un autre joueur et ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant. Ouais, ça répond un peu plus à nos standards, peut-être à nous. Peut-être Naïm aussi, on est un peu matrixé par la Ligue 1, matrixé par la difficulté de jouer à l'OM dans des postes où on se retrouve régulièrement à jouer des équipes qui défendent très très bas. Et on a besoin, nous, désolé les amis, on a besoin de vitesse, on a besoin de dribble, on a besoin de percussion. C'est ce qu'a dit aussi le président Pablo Longoria. C'est ce qu'a dit aussi l'entraîneur. Et c'est ce qu'on veut voir à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous avez capté les poteaux. Dites-nous si ça vous fait kiffer un peu. On a changé un peu l'arrière-plan et tout. Attention les gars, on se modernise. On se modernise. Attention, apparition de... Oh là là, ça like et ça follow là, ça rigole plus là. Les gars, pensez à like. À partager comme d'hab, ça nous aide. Mais Naïm, moi... Quand un joueur, on vous a déjà expliqué comment fonctionner, quand on a un joueur qu'on ne connaît pas, j'aime bien faire appel, moi, à des experts, Naïm. Et là, j'ai quelqu'un, je te le dis, et on a été tous les deux à se le dire, et les abonnés, si vous ne le connaissez pas, moi, c'était un de mes coups de cœur de cette saison, parce que c'est, on sent le travail, on sent l'implication. Naïm et moi, on est un peu comme Longoria et Benassia. C'est-à-dire que c'est tout dans le travail. Celui qui ne travaille pas, on le voit rapidement. Bon, on a la chance d'accueillir celui qu'on surnomme le V, le Vince. Comment il va, mon poteau? Ça va et vous? T'as vu ça? C'est pas un bel accueil, ça? Incroyable. Là, j'ai reçu tous les compliments du monde. Tout est bon. Vince, juste, tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous suivent, à nos abonnés, histoire qu'ils puissent comprendre qui est Touche de Balle, qui est notre partenaire, je le précise encore une fois. C'est ça. Écoute, moi, c'est Vincent. Du coup, passionné de foot à la base et passionné de scouting depuis tout petit. Et du coup, je me suis un peu spécialisé. J'ai beaucoup appris sur les joueurs, sur les championnats que j'observais. Et même en janvier, j'ai ouvert ma société personnelle, VB Scouting, pour faire du recrutement pour les clubs. Et j'ai rejoint aussi Touche de Balle l'été dernier. Donc Touche de Balle, on est un collectif de 5 ou 6 scouts et un data analyst, un analyse vidéo aussi en plus. Et on présente des joueurs à travers un peu le monde entier en détail avec de l'analyse vidéo, de la data, que ce soit le plus complet possible. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Je crois qu'on est déjà intervenu avec vous d'ailleurs sur plusieurs joueurs. Donc voilà, voilà où on en est. Ben écoute, ça nous fait grandement plaisir. Et d'autant plus que la piste dont on va parler, mon ami El Gringo, celui qui en a parlé sur les réseaux sociaux, c'était Vincent pour être le backup de notre cher et tendre latéral droit qui a évolué à l'Olympique de Marseille. Je ne donne pas son nom parce que ça me rappelle des souvenirs et des mauvais souvenirs, certains passages. Naïm, on est parti à la recherche de Gustavo Montoine. Alors ça, celui qui me fait croire qu'il connaît Gustavo Montoine, hormis s'il a un père russe et une mère russe, j'ai du mal à y croire, David. Ouais, c'est sûr. Bon, à part les scouts et les experts comme Vincent, c'est un joueur dont il y avait peu de chances d'en avoir entendu parler. Donc on est allé le voir et on a commencé par regarder ses déplacements, son positionnement, en se projetant à ce qu'il pourrait faire à l'OM. Et la première chose qu'on voit, c'est que c'est quand même un joueur très très dynamique qui n'hésite pas à prendre l'espace, même quand c'est l'espace intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant chez nous. On sait que nos latéraux, on peut avoir tendance à rentrer dans le milieu de terrain. Et donc, il ne se dédouble pas systématiquement. Il a beaucoup tendance à rentrer dans le cœur du jeu pour ses appels après avoir donné le ballon. Et on le voit, il est tout le temps dans le mouvement, dans le déplacement. Là, il va reproposer une solution sur le côté qui devrait permettre à son ailier de rentrer intérieur. Bon, qui va pas très bien jouer le coup puisqu'il va totalement s'enfermer. Mais cette faculté, tu vois, à prendre l'information rapidement, là, de suite, il se positionne pour aller vers l'avant, il donne et il demande dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément chez tous les joueurs. Hein. Tu vois, il est quand même dans une zone très, très bas sur le terrain.
donc Ça, une ça te zone fait un peu à penser, risque. Naïm, ça te fait penser peut-être à un joueur qui joue à l'OM arrière-gauche, qui se positionnait toujours pour donner et se déplacer vu sa vitesse de pointe. Un certain Quentin Merlin qui est du côté de Rennes, c'est ça? Ouais, c'est au niveau de la vitesse, je pense qu'il y a un petit gap qui a été passé quand même là, avec ce joueur-là. Mais vraiment, moi, ce qui m'a rappelé, c'est à l'époque. Alors, il a beaucoup plus de qualité que lui, surtout offensivement. Mais à l'époque, quand Laurent Bonnard arrive à l'OM, il révolutionne vraiment notre style de jeu parce que Habib Beye qui était à sa place était vraiment un stopper qui joue arrière droit. Par son mouvement permanent, par ses déplacements permanents, Bonnard a vraiment changé beaucoup de choses. Et lui, c'est ce genre de joueur qui vraiment, à chaque fois qu'il touche le ballon, ben, c'est pour proposer quelque chose vers l'avant, pour proposer de la percussion. Tu vois, là typiquement, la plupart des latéraux, ils vont revenir vers l'arrière. La seule possibilité vers l'avant est bloquée. Ils vont pas prendre le risque. Ben, lui, il va accélérer et il a créé 2 opportunités de passe à partir de rien. Donc, Vince, que ce soit par la passe ou par le dribble, il a vraiment beaucoup de possibilités. Et comme je t'ai dit, avant de finir, tu vois, c'est vraiment le joueur qui crée des choses à partir de rien. Il part de l'arrière, il ouvre complètement cet espace qu'il avait là, et ça lui permet de faire gagner 20 mètres à son équipe à lui tout seul. Vincent, toi aussi, quand tu as observé ce joueur-là, là on est vraiment sur le positionnement, les épaules, toujours l'orientation du corps pour essayer de chercher cette position. Tu vois, il n'est pas en mode je fais ma prise de balle vers l'arrière. Nous, sur le positionnement, on a vraiment senti un joueur qui aime attaquer l'espace. Bah, de toute façon, c'est un ancien ailier de formation, hein, donc à partir de là, il a quand même une appétence pour la projection, pour le dribble. Et je pense que c'est un joueur qui a confiance en ses qualités techniques parce que ce soit pied gauche, pied droit, les prises de balle, elles sont rarement ratées, la conduite de balle, elle est maîtrisée. Sur les dribbles courts, vous allez voir plusieurs fois, il est capable de sortir des petits périmètres avec une petite touche de balle bien sentie pour passer au-dessus du défenseur ou le contourner. Donc, pour moi, c'est surtout là le point fort, c'est qu'il a vraiment confiance en ses qualités et techniquement, c'est quand même propre. Donc, ça lui permet de faire progresser le jeu, d'avancer, de sortir un peu de certaines situations et du coup de se projeter vers l'avant. Ah, c'est clair, c'est totalement ce qu'on a vu. Et pour finir, il y a aussi donc, ce côté, comme je disais, où il n'hésite pas à jouer à rentrer à l'intérieur. Là, il est quand même latéral droit, hein, à la base. Bon, je pense qu'ils sont mal positionnés côté du Zénith. Il y a vraiment un trop gros espace entre les lignes. Nous, il aurait peut-être plus tendance à se mettre dans la position que j'ai mis là, un peu intermédiaire pour proposer une solution. Mais voilà, il n'hésite pas à aller dans le cœur du jeu et à faire comme je disais, à partir de cette position-là, même là, pour pouvoir faire des déplacements sur le côté, ouvrir encore de l'espace sur l'aile. C'est vraiment dans tout ce qui est positionnement des déplacements, c'est totalement OM compatible, 2 Zerbi compatible, parce qu'il va perpétuer de l'avant, il crée de l'espace à partir de pas grand-chose, et il a même tendance à rentrer dans le cœur du jeu. C'est quasiment tout ce que demande Roberto De Zerbi à son latéral. Ouais, et on rappelle, Vincent, je vais vous le mettre aussi à l'image, les postes préférés. De Zerbi, le rôle de Murillo, c'était un rôle central la saison dernière à l'OM. C'est-à-dire qu'il avait 3 postes à occuper pendant le même match. Donc, vous le voyez un petit peu sur les 3 points verts sur les postes préférés de Mantoine. Murillo, il devait être capable de venir resserrer dans la défense à 3. Il devait s'intercaler au milieu de terrain pour proposer une solution. Et ensuite, il devait prendre le couloir côté Greenwood. Et sur ce qu'on voit de Gustavo Mantoine, on voit que ça se duplique. On a cette même sensation. Est-ce que toi aussi, Vince, tu as ce regard-là de joueur qui ne reste pas juste dans sa zone et qui n'a pas peur d'aller attaquer d'autres zones? Ouais, typiquement, hein, quand je l'avais présenté, c'est même un des points que j'aimais bien chez lui, c'est effectivement que au-delà d'occuper des positions dans la largeur, il est capable d'être aussi dans l'intérieur, d'intervertir les positions avec son ailier, comme l'a montré Naïm, là, c'était des positions un peu dans les demi-espaces, et ça, c'est franchement intéressant, et pour De Zerbi encore plus, parce que je pense qu'il adore les profils un peu comme ça, qui sont assez intelligents et qui ont la qualité technique pour évoluer dans différents schémas, à différentes positions, être influents dans différentes zones. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment un gros avantage de son jeu, cette faculté à s'adapter à toutes les situations qui se présentent à lui. Et Naïm, juste avant de lancer l'autre vidéo, on le voit hein, sur les comparatifs avec les latéraux et pistons de Russie. On l'a vu sur la vidéo, ça se voit rapidement. C'est la première chose que je t'ai dit, Naïm. J'ai commencé à regarder le premier match face au CSK et je t'ai dit, oh là là, c'est une fusée, le latéral. Par rapport, attention, on remet dans le contexte de la Russie, face à peut-être des latéraux qui sont beaucoup moins explosifs que la Ligue 1.
Mais par contre, c'est un joueur, tu vois, point de vitesse 94 par rapport aux autres joueurs. Donc, il est quasiment l'un des latéraux les plus explosifs, les plus rapides du championnat russe. Et il a vraiment ce côté, tu l'as bien résumé, Vince, il a confiance en ses qualités. Ah, c'est clair. Hein. De toute façon, la vitesse est une caractéristique, pour moi, indispensable aujourd'hui, en 2025, à un latéral à l'OM. C'est pas possible autrement. Et c'est pour ça que j'ai été dur toute la saison avec Quentin Merlin, parce que sans ça, malheureusement, tu peux pas remplir toute tâche que demande De Zerbi. C'est même pas De Zerbi, hein. C'est ce que demande forcément un latéral à l'OM face à ces fameux blocs bas, parce que peu importe l'entraîneur qu'on a, on aura toujours eu ces blocs bas en face de nous. Et ben forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois couvrir une énorme distance dans ton dos. Et ben parfois, tu peux être le plus fort tactiquement, toujours bien placé. Quand on perd le ballon et que ça part en contre-attaque, ben là, il te reste que tes jambes. Et quand t'es à Merlin, c'est terminé. Tu sais qu'il reviendra jamais. Donc nous, c'est pour ça, peut-être les gens pensent qu'on abuse un peu en s'attardant sur cette caractéristique quand on regarde des latéraux. Mais pour moi, elle est juste indispensable aujourd'hui à l'OM. Ouais, et il y a une autre caractéristique, Naïm, qui est indispensable, c'est maintenant avec ses pieds, qu'est-ce qu'il sait faire au niveau au niveau de, c'est bien de courir, c'est bien d'être capable, mais est-ce que tu sais faire vivre le ballon? Ouais, c'est clair, parce que bon, c'est comme tu dis, hein, le dribble c'est important par moment, mais si le latéral n'a pas cette qualité de passe, on va forcément à un moment donné être bloqué dans la construction de ce qu'on veut faire, surtout qu'on sait qu'il y aura quand même deux types de matchs très distincts cette année, parce qu'on aura un peu plus d'équipes qui risquent de venir jouer un poil plus haut, surtout en Ligue des Champions. Et donc ça, pareil, qualité de passe indispensable. Et il a ce côté-là, tu vois, de casser des lignes par la passe. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et surtout, je lui trouve, comme disait Vince, beaucoup d'intelligence et de collectif, tu vois. Là, sur cette action, il aurait pu aller à la cage seul, s'enfermer, ce que font souvent beaucoup de latéraux quand ils sont lancés sur ce genre d'action après un dédoublement. Lui, de suite, il a trouvé la passe intérieure qui peut aller créer un décalage à l'opposé. Il est très bon dans le jeu long aussi. On l'a vu plusieurs fois changer d'aile avec énormément de précision. Et tu vois, là, comme sur ce genre d'action, surtout après de la percussion. Et là, pareil, encore beaucoup d'intelligence. Il rentre dans une zone un peu fermée, mais il va quand même trouver entre les jambes l'attaquant. Je l'ai trouvé plutôt performant dans ce domaine-là, avec un tout petit bémol, c'est que par moment, il a un peu de précipitation. Tu vois, c'est pas un manque de qualité technique, mais il rate des passes, je trouve, en se précipitant à la sortie du dribble, alors qu'il avait l'espace. Pourtant, on voit que sur d'autres situations beaucoup plus difficiles, il a une vraie qualité de passe, une vraie vision du jeu. Donc, c'est le petit bémol que je lui trouve dans ce domaine-là, mais ce n'est pas en termes de qualité. Vince, quand on scout un joueur, on est obligé de faire l'électrocardiogramme complet du joueur, et il y a le biais cognitif qui rentre en jeu aussi, mais il y a aussi sa relation avec les joueurs qui est importante. Quand tu scoutes, toi, c'est une des choses que tu regardes dès le départ, tu vois, la qualité de passe et la passe au bon moment, parce que faire une passe, tout le monde sait le faire, mais une passe au bon moment, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est aussi la variété, surtout pour un poste comme le sien. On a vu, il savait combiner sur des 1-2, vous l'avez montré sur les vidéos, dans son couloir, mais voilà, il sait aussi rentrer à l'intérieur pour participer à la construction. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand les positions sont fermées sur le pied droit, il a quand même le pied gauche, même s'il n'est pas parfait, mais il sait l'utiliser quand il y a besoin. C'est pas non plus un frein pour son jeu. Donc pour moi, c'est important d'avoir un latéral justement qui n'est pas ancré dans un seul schéma de jeu, une seule situation où il va être performant. Tu sais que dans le jeu de combinaison sur les transitions, tu sais qu'à la construction en attaque placée, il est capable d'être influent et de t'amener des bons ballons dans la surface. Donc pour moi, c'est des points très positifs pour un joueur comme lui à son poste. Je te mets aussi sa hitmap, on le voit, hein, il est capable de jouer aussi sur le couloir gauche. Il a peu fait au Zénith, sachant que tactiquement, parfois ils ont joué à 3 derrière, mais souvent à 4. Donc, si je prends la hitmap de Murillo et je la colle l'une sur l'autre, on a quasiment la même hitmap, sauf sur le couloir gauche. Et ça veut dire que c'est un mec qui parcourt beaucoup, beaucoup de distance dans le match. Et ça, c'est une donnée importante, Vince. Et si je peux rajouter un truc aussi, c'est comme tu disais, le Zénith a beaucoup joué à 4. Si on regarde les matchs qu'on a pu voir, Mantoine a quand même une position assez haute sur le terrain, même dans ce schéma à 4 derrière. Et en fait, tu as un latéral gauche qui est peut-être un peu plus en retrait, un peu plus sécurisant. Et là, on retrouve un schéma où je pense que l'OM sera parfois dans cette configuration, avec un Medina
qui va peut-être se rapprocher de ses défenseurs centraux et une base à 3, et Mantoine peut-être un cran plus haut sur son côté pour amener un déséquilibre et empêcher une symétrie parfaite du groupe et du bloc de Zerbi. Ouais, alors, je suis totalement en phase avec toi. Ça me rappelle un peu, attention, toute proportion gardée, le Barça avec Abidal d'un côté et avec Dani Alves de l'autre côté. C'est que tu avais vraiment ce défenseur gauche qui a fini des défenseurs gauche et qui a joué latéral gauche au Barça. Et Dani Alves qui était, je sais pas, il était tout, Dani Alves, il était lié. Je pense que c'est celui qui a révolutionné ce poste-là, Dani Alves, qui est devenu pour moi le meilleur joueur peut-être de l'histoire à ce poste-là. L'époque du Barça, je pense qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir à la table de Dani Alves en termes de passe D, en termes de connexion avec Messi, c'était du jamais vu. Hein. Et après, Naïm, il y a un point important, très important, très important. Il faut qu'on en parle, Naïm, c'est défensivement, à la perte de balle aussi, la vitesse, être capable de couvrir de la profondeur. Et c'est là où je t'ai interpellé très rapidement, moi. Ouais, parce que c'est ce qu'on avait dit avec Wea, c'est que les ailiers reconvertis, c'est souvent leur point faible, forcément. Ils n'ont pas été formés pour défendre, donc ils ont souvent des faiblesses dans ce domaine-là. Et lui, il a un avantage, c'est qu'il a une telle vivacité que tu vois, là, sur les appuis, il arrive souvent à récupérer des ballons et ça le rend assez difficile à passer finalement en 1 contre 1 grâce à cette vivacité-là. Et en plus, je trouve assez intelligent, tu vois, là, sur cette action où il a senti le jeu sur la remise. Ça, c'est quand même quelque chose qu'un défenseur, quelqu'un qui n'est pas formé défenseur pourrait avoir du mal à avoir. Ouais. Et lui, là, il a senti de suite la remise, ce qui lui a permis d'anticiper, alors qu'il y avait un vrai risque. Il colle bien son attaquant sur une contre-attaque, du début à la fin de l'action. Et puis surtout, ce qui nous a marqué, c'est vraiment cette vitesse sur les retours, parce que ça, on s'est projeté à l'OM. Regarde la distance qu'il y a là avec l'attaquant au départ de l'action. Et il sera quand même premier. Et ça, forcément, nous, on est obligé de se projeter, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur notre style de jeu. Et le fait qu'on va être amené à jouer très haut face à des blocs bas qui s'en remettront très souvent qu'à une seule chose, c'est à la récupération, sur l'attaquant adverse. Bon, l'attaquant adverse, si c'est Babica, ça va aller beaucoup plus vite en contre que ce qu'on a vu là. Mais n'empêche qu'il a la vitesse nécessaire pour venir fermer. Mais c'est vrai qu'on a été assez impressionné par le duel défensif. C'est quelque chose, comme je le disais, hein, vraiment, les attaquants reconvertis, c'est souvent leur gros défaut. Mais dans ce domaine-là, il a quand même été assez surprenant. Il est pas si simple que ça à passer en 1 contre 1. Je pense que c'est dû à sa très, très grande vivacité et sur les premiers appuis. Ouais, moi je suis assez d'accord. C'est vrai que en termes de cadrage, d'orientation des épaules et de réactivité, forcément il arrive à tenir le duel. Après, en approfondissant pour préparer l'émission, j'ai regardé un peu les duels face aux attaquants un peu plus véloces, un peu plus costauds aussi à la course. Là, tu vois quand même que il y a une limite, c'est que Mantoine, sur le haut du corps, il y a un déficit de puissance. C'est-à-dire que l'utilisation de l'épaule, l'utilisation des bras, s'il tombe sur un ailier qui va aller vite et qui arrive à tenir le duel à l'épaule, souvent, il va pas tenir le duel, il va perdre à la course et il va se faire passer. Donc ça, en Ligue 1, ça peut être un peu problématique parce qu'il va tomber sur des ailiers et des attaquants qui physiquement seront au-dessus de ce qu'il peut trouver en Russie, qui iront plus vite, qui auront plus d'endurance et de capacité à répéter les courses. Donc ça peut être un frein. C'est pour ça que des fois, si tu regardes un peu les matchs du Zénith, il y a des prises à deux. Souvent, il y a un milieu qui vient le compenser pour énormément. justement Il rentrait beaucoup plus dans le cœur du jeu, lui, sur les phases défensives. Je l'ai vu rarement rester sur le couloir droit et aller dans le 1 contre 1. Il venait souvent fermer l'intérieur et tu avais l'ailier qui venait vraiment coller la ligne défensivement. D'ailleurs, on l'a vu sur les vidéos, hein, il était parfois carrément en position de stopper droit, où il y avait en tout cas toujours quelqu'un proche de lui sur les phases défensives. C'est vrai, mais c'est ce qu'on disait avec Bilal. Hein, on lui trouve beaucoup de qualités, finalement assez peu de défauts, mais il y a ce côté athlétique où on est obligé de se transposer en Ligue 1, où ça va monter de 2 crans par rapport à ce qu'il a connu en Russie, et là, il y a un petit doute. Ouais, c'est ça. Même au niveau offensif, globalement, on a vu sur la réactivité, sur l'explosivité, il arrive à se sortir de petits périmètres pour dribbler. En Ligue 1, pareil, il va tomber peut-être sur des pistons, des latéraux ou des ailiers en face qui vont être un peu plus réactifs, un peu plus puissants. Là aussi, pour passer l'épaule au dribble, ça va être un peu plus compliqué. Donc,
Va peut-être falloir un temps d'adaptation s'il arrive en Ligue 1 parce que ça va pas être, il y aura pas autant d'espace, autant de liberté que ce qu'il peut avoir actuellement. Et c'est vachement important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous savez, on aime bien rentrer dans le détail et c'est pour ça qu'on prend toujours du temps pour préparer les vidéos. C'est que la Ligue 1 j'ai en tête, tu vois, quand tu parles de ça, Vince, moi j'ai en tête le Mensa de Auxerre, tu vois. Tu vois, le genre de latéral gauche qui à la base n'est pas très très connu, mais par contre qui athlétiquement est une machine de guerre et tu passes pas l'épaule comme ça, tu vois. Et tu le passeras pas aussi facilement en vitesse. C'est valable pour Rennes, c'est valable pour Auxerre. C'est même valable. Tu sais, je vais pas te dire qu'il me fait penser à lui, mais il a des caractéristiques sur le gabarit qui est proche de Melvin Bard. Tu vois, c'est-à-dire que pas grand, mais les appuis assez costauds. Bard, je pense, c'est un excellent défenseur. Moi, j'aime beaucoup Melvin Bard. Hein. Il est beaucoup plus défensif, Bard, que Montoine, mais ils ont ce déficit de taille qui fait que tu peux pas tout avoir. Tu peux pas être ultra vif et avoir un gabarit, tu vois, méga, tu vois, tu peux pas. Mais Bard, il est rompu à la Ligue 1, il est formé en France, il a l'habitude, tu vois, donc il s'en sort bien quand même dans ces deux domaines-là. Quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Et puis Melvin Barr, au tout début, quand il arrive à Nice, il ne faut pas oublier qu'il fait une saison et demie complexe, où il est en souffrance, il n'arrive pas trop à enchaîner. Il a fallu quand même ça pour s'adapter et après prendre mesure, se renforcer physiquement, techniquement et prendre mesure du jeu. Donc Antoine, oui, là, sur les matchs qu'on voit, c'est satisfaisant. Il n'y a rien à dire sur le profil. Maintenant, il faut transposer ça en Ligue 1, dans le plan de jeu de De Zerbi, à l'OM aussi, où le contexte, c'est pas non plus comme au Zénith ou ailleurs. Donc, il y a aussi des petites zones d'ombre comme ça où il faudra peut-être laisser un peu de temps d'adaptation pour que le joueur prenne 100% de la mesure de son poste. Oui, mais ça me fait penser un peu à Mardedic, qui finalement va affronter l'OGC Nice, Vince, avec le Benfica. Mais c'est un ailier reconverti latéral et qui a eu un peu de difficulté à l'OM, ce qui est normal. Tu arrives d'un nouveau championnat, tu ne parles pas la langue, tu rentres dans un effectif avec De Zerbi qui te dit qu'il faut au minimum 6 mois pour appréhender sa manière de fonctionner. Finalement, ça n'aura pas été bien plus loin pour l'OM, mais c'est difficile. Pardon, mes amis, c'est difficile à l'OM. Ce poste-là, on ne peut pas réellement transposer par rapport à d'autres championnats. Non, c'est dur. C'est très, très, très dur. Dedic avait énormément de qualité. Franchement, moi, quand je me souviens de la vidéo de présentation qu'on a fait, de l'analyse qu'on a fait, il en avait vraiment énormément. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il a manqué à l'OM. Peut-être que c'est comme Koné, hein, c'est peut-être du travail, du sérieux. Peut-être qu'il avait trop de limites défensives. C'est difficile. On va devoir comparer avec Weah, forcément, car c'est la piste complémentaire de celle de Weah. Hein, clairement, si Weah ne vient pas, ce sera Mantoine et inversement. Moi, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de qualité. L'avantage, si c'est lui qui vient, c'est qu'il aura un meilleur accueil. Parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais Weah a une très très mauvaise presse auprès des supporters, alors que moi, dans l'analyse que j'ai fait, j'ai trouvé je pense que c'est le prix. C'est-à-dire que Montoine, il a 15 ou 16 millions d'euros. Les gens vont dire d'où il sort 15 millions d'euros pour un joueur inconnu. Je pense que Weah, le prix entre 15 et 20, et le fait que la négociation tarde et sont lentes, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les supporters, le FC comptable ne s'y retrouve pas. Non, peut-être, mais dès le début, Weah s'est fait fracasser, alors que franchement, je trouve qu'il est bon. Weah a plus de qualité athlétique, il est plus rompu au rythme de la Ligue 1, il a été formé en France, il connaît la Ligue 1, il a plus d'expérience internationale. Voilà, il a plus d'atouts à ce niveau-là. Antoine, comme tu dis, il a quand même, je trouve qu'il est quand même meilleur dans le duel défensif, bizarrement. Donc grâce à cette vivacité-là, il a énormément de qualité aussi, il sera moins cher et il aura beaucoup moins de pression qu'un Weah en arrivant par rapport à ça, par rapport au fait que c'est le profil que les supporters adorent, le joueur inconnu qui arrive de l'étranger, brésilien, sud-américain. Donc je pense qu'il aurait moins de pression que Weah en arrivant, ce qui est très très positif à l'OM. Voilà, dans les deux cas, je trouve que ça ressemble vraiment à deux très très bonnes idées qui te couvrent plusieurs postes. Oui, a aussi l'avantage de couvrir le poste d'avant-centre dans la CAN. Par contre, Naïm, il manque une dernière chose là. On l'a vu défensivement, on a vu dans la passe, mais offensivement, ça donne quoi? Les centres et débordements. C'est un ailier reconverti, donc forcément dans les débordements, il s'y retrouve clairement par sa vitesse, par sa percussion. Il est capable de faire très très mal.
Et ce qu'on disait tout à l'heure, à la sortie du dribble, c'est plutôt pas mal. Donc à la sortie d'un dribble comme ça, donner ce genre de ballon, c'est quand même pas facile et je le trouve plutôt bon dans ce domaine-là. Maintenant, dans la qualité de centre en soi, c'est pas mauvais. Il met toujours plutôt dans une bonne zone. Voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Et il arrive toujours à trouver vraiment une zone intéressante. Après, la qualité de centre, ben, pour la juger, il faut aussi qu'il y ait du monde à la réception, comme tu le vois là. Hein, il y a 2 joueurs dans la surface pour 4 joueurs adverses, donc c'est quand même très compliqué de donner un ballon parfait. Mais globalement, je trouve bon dans le centre. Nous, on fait moins de centres de ce type-là. On a plutôt, comme la première partie de la vidéo, des bons ballons à donner à la sortie du débordement. Et dans ce domaine-là, par contre, je le trouve très, très bon. Vince, il finit avec 7 passes D cette saison en 38 matchs. Pour un latéral droit, c'est un taux quand même assez élevé. Oui. C'est dire, en plus, bon, pour avoir vu jouer le Zénith 6 ou 7 matchs, là, c'est pas folichon, hein, ça fait pas rêver dans le jeu. Hein, c'est ouf. J'ai eu du mal. Hein, je dis à Naïm, il y a quelques zones où il y a des joueurs intéressants, mais il y a des zones aussi où, en fait, je vois pas le plan de jeu, en fait, tu vois. C'est assez hétérogène, le niveau globalement, le plan de jeu c'est moins travaillé que ce qu'on peut avoir en France. De toute façon, on sous-estime beaucoup la Ligue 1, hein, mais au niveau tactique et physique, il n'y a pas beaucoup de championnats qui regardent le championnat français en face. Parce que voilà, on a un championnat assez rigoureux, assez dur. Beaucoup de joueurs passés par la Ligue 1 le disent d'ailleurs. Hein. L'autre fois, c'était Keita Baldé, je crois, qui avait fait une interview là-dessus. Yazici aussi, je crois. Donc voilà, C'est forcément, voilà, ça fait un choc. Moi, pour pas vous mentir, je regardais le Zénith parce que je bossais sur Matteo Cassiera, l'attaquant. Ouais, j'ai vu. Je regardais un peu le profil. Et en fait, là, je vois Mantoine et je me dis, ouf, c'est pas mal ça, ça me plaît bien. Et puis après, je vais regarder la data et là, je fais, ah ouais, ça me plaît bien, quoi. Et c'est comme ça qu'après, j'ai approfondi sur lui. Mais, en plus, Vince, c'est vrai que sur la data, juste au niveau de la data, c'est vrai que vous le voyez à l'écran, mais au niveau des centres réussis, c'est le meilleur latéral de Russie. Il a 100%. Il a une bonne qualité de centre, honnêtement. Hein. Et de toute façon, on en parlait hors émission, Bilal. C'est vrai que moi, le premier truc que je me suis dit, quand je l'ai vu jouer, c'est un style Youssef Attal, un mix entre Youssef Attal et Jonathan Klaus sur certaines phases. Mais tu as ce genre de profil dynamique, porté sur l'offensive, qui calcule pas trop non plus et qui va t'amener des ballons dangereux, qui peut rentrer dans le cœur du jeu. Donc voilà, c'était un peu la réflexion que je me faisais quand je l'ai vu jouer la première fois. Quoi. Et Naïm, je vais aussi poser la question aussi aux abonnés. Les gars, Mantoine à l'OM, contrat ou pas contrat et je vais vous poser la question à chacun. Naïm, contrat ou pas contrat pour 7 millions d'euros, Mantoine? Ouais, si le prix c'est 7 millions d'euros et que Wea s'est avéré que la Juve en demande 20, j'irai plus vers Mantoine, clairement. Maintenant, si les positions sont proches, si la Juve c'est plus ce qui se disait au début, 15 millions et que le Zénith en demande 10-12, là il y a quand même beaucoup plus de réflexion parce que comme je te disais, Wea aura moins de temps d'adaptation, il a plus d'expérience et surtout il couvre le poste d'avant-centre et avec Aubameyang et Guéry qui vont partir à la CAN. C'est que 4 matchs, mais ça peut peser. Donc voilà, c'est vraiment une question d'argent pour moi. C'est selon la différence de prix entre les deux, j'irai plus vers Mantoine ou vers Wea. Vincent? Ouais, après, connaissant vos dirigeants aussi, je pense qu'en négo, ils sont plutôt bons, globalement. Mantoine, tu parlais de 7 millions, moi je pense même que ça peut se faire à 4-5 plus des bonus. Voilà, ça peut aller chercher ça, sachant qu'il avait exprimé sa volonté de partir apparemment. Donc voilà, peut-être que son club va pas le retenir non plus que ça s'il y a une indemnité convenable. Et on en parlait aussi hors émission. Pour moi, en fait, le mercato, c'est vraiment un équilibre et la construction de ton effectif, c'est aussi un équilibre. Tu as besoin de joueurs qui vont être un peu polyvalents, sur lesquels tu peux t'appuyer, qui vont être des bons soldats, j'ai envie de dire, et autour desquels tu vas développer d'autres individualités un peu plus fortes qui vont peut-être être tes game changers, un peu comme Greenwood peut l'être, comme Guiri aussi peut l'être. Donc pour moi, en fait, si tu arrives à faire ce joueur-là avec sa polyvalence, avec ce qu'il est capable d'amener pour ce prix-là, et que ça te permet d'investir plus lourd sur d'autres postes clés, comme le poste d'ailier gauche par exemple, ou de défenseur central, pour moi, le choix est assez vite fait, même si Wea, vous l'avez dit, il y a plus de références dans les clubs européens, dans les compétitions européennes, etc.
Mais voilà, Montoine, tu as une valeur sûre, fiable, pas chère, la prise de risque, elle est limitée, et ça te permettra peut-être de faire d'autres choix ailleurs sur le mercato. Ben, je pense on est assez complet. Il y avait peut-être un dernier point, mais c'était juste sur la notion d'extra-communautaire à l'OM, parce que ben, Montoine, il vient de te prendre une place d'extra-communautaire. Ah, il Parce a pas un double passeport, lui? et je ne l'ai pas vu. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le double passeport sur ce que j'ai pu voir. Le brésilien, je n'ai pas trouvé de double passeport sur Montoine. Donc, mine de rien, un remplaçant qui ne vient pas pour être titulaire, qui te prend une place d'extra-communautaire, sachant qu'il te reste encore 2 gros postes à pourvoir, dont un qui est Pexao, qui est aussi brésilien, qui n'a pas de qui n'a pas de passeport, même si Greenwood, je crois que ça y est, c'est quasiment fait, le fait qu'il ait un passeport jamaïcain. Il y a Rowe aussi qui est en cours de passeport jamaïcain. On a Murillo qui est toujours extra-communautaire. On a perdu Luis Enrique, qui l'était aussi. Donc, je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver sur la fin de mercato, parce que c'est un point, on n'y pense pas parfois, mais c'est que 4 en Ligue 1. Donc, il faudra probablement faire attention à ce petit point-là. Mais il faut vérifier, je pense qu'il a un passeport italien. Hein. Et je ne sais pas s'il n'avait pas vu quelque chose sur les Anglais qui, malgré le Brexit, ne prenaient plus de place communautaire. Bon, à vérifier, mais il me semblait qu'à l'heure actuelle, on n'avait qu'un ou 2 joueurs d'extra-communautaires. Mais bon, voilà, s'il y en a qui ont l'info, écrivez-nous. Ouais. Mais j'avais vu qu'il avait un passeport italien. Ouais, bon, écoutez, en tout cas, moi, j'aime bien ce genre de piste-là, Naïm. Et Vince, moi, je sais que toi aussi, t'en es friand. Et c'est le genre de profil qui complète parfaitement bien un effectif. Et c'est pour ça, pour moi, tu ne mets pas 15 ou 20 millions d'euros sur un joueur qui n'est pas titulaire en Ligue 1. 15 millions d'euros en Ligue 1, tu es titulaire. Ou tu pars pour être titulaire. Après, si tes performances ne le permettent pas, mais tu pars pour, en tout cas. Donc, c'est vrai que moi, le contrat plutôt Montoine plus que Weah, en fonction du prix, bien évidemment. Après, tout dépend de ce que c'est un prêt avec option d'achat, la spécialité marseillaise. Ça, c'est encore autre chose, parce qu'il nous faut la liquidité. Parce que le mercato, il est loin d'être fini, les amis. On attend l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, probablement en début de semaine prochaine. Ça aussi, c'est un gros coup de la direction marseillaise. Pour Naïm et moi, c'est le coup de cœur, le retour du coup de cœur, et qui va apporter énormément. Et vous le verrez, et on en parlera dans la saison, et vous le verrez en fin de saison, qu'avoir Aubame dans son équipe, Benjamin Button, moi je l'appelle, c'est une plus-value monumentale. Et je pense que Vince, il aurait bien aimé l'avoir du côté de Nice pour pouvoir accompagner peut-être en cas de départ d'Evan Guessant. Un mec qui te marque 15-20 buts obligatoirement. Vince, tu signes pas un mec qui marque 15-20 buts? Ben, en fait, moi, c'est plus le salaire qui coûte. Enfin, pour un club comme Nice, c'est assez démentiel. On est dans un Nice est Tu as un filé 400 000 à la board, tu te fous de moi? Vous avez filé 380 000 à la board. Ça faisait partie du problème. Et du coup, pour moi, Nice est dans un cercle. Ils veulent créer de la valeur, créer un cercle vertueux. Et du coup, les joueurs comme Aubameyang, il a 36 ans, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, 36 ans. Il était en Arabie Saoudite. Enfin voilà, il y a quand même quelques petites zones d'ombre sur son niveau physique. Qu'est-ce qu'il peut apporter encore à cet âge-là? Ça reste un joueur d'exception en termes d'expérience. Tu as eu Dante. À Nice. Tu peux pas me parler d'âge. Pour un club comme Nice, tu vois, c'est pas le genre de risque à prendre à ce moment-là du mercato. Tu vois. Après, pour l'OM, je pense que ça se tente parce que voilà, l'OM a plus de surface financière. L'OM l'a déjà eu, voilà, donc il n'arrive pas non plus dans un milieu inconnu. Il a une bonne référence chez vous, donc voilà. Après voilà, ça fait partie aussi du mercato. Tu peux espérer de très bonnes choses et être déçu et inversement. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, merci à toi, Vince, pour toute cette analyse. J'espère qu'on va t'avoir cette saison, bien évidemment, contre l'OGC Nice, ça c'est sûr et certain. Quand tu auras avec nous, et s'il y a encore des recrues aussi exotiques et que tu suis de très très près. En tout cas, pensez à suivre Vince sur Twitter parce qu'il est vachement actif et il est très intéressant sur les pépites pour ceux qui aiment ça et qui me notifient Mehdi Benassia. Vous pouvez aussi notifier Bertigno sur Twitter. Dites-nous les potos en commentaire si ça vous plaît un peu le fond derrière dynamique et tout. On commence à se professionnaliser. Attention. Effets spéciaux version Steven Spielberg algérien. Hein, Naïm? En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ce type de vidéo-là. On a hâte que le championnat commence. Ce soir, l'Olympique de Marseille affronte
Girona à 20h sur la chaîne Twitch de l'OM. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous connecter avec votre abonnement Amazon Prime. Et si vous êtes peuple blanc abonné à l'OM, ben c'est sur le site de l'OM.net. Et l'équipe qui va le diffuser avec 1 heure de décalage, qui voulait à tout prix le diffuser et qui ne voulait pas payer. Donc l'OM leur a dit, si vous ne voulez pas payer, vous avez 1 heure de décalage. C'est la négociation de la Air Cup. L'OM affrontera Girone et ensuite Valence mardi. On sera là avec notre ami El Gringo s'il y a des choses intéressantes. Faire de l'analyse tactique sur les matchs de pré-saison. Bon, on fera peut-être un point après Valence, parce que ça ne veut pas vous dire grand-chose. Il faut savoir, les gars qui nous suivent, ils s'entraînent le matin, ils font de la muscu le midi, ils jouent le soir. Donc les jambes n'ont strictement rien à voir avec ce qui va se passer ensuite au début de championnat. Donc, quand on voit des commentaires des fois, lui à la poubelle, il faut le jeter. Ah, ok. Attendez les gars, c'est la phase de préparation. Relaxez-vous. En tout cas, on se retrouve très très vite. Merci mon ami El Gringo. On se dit à très très vite et surtout les gars, allez l'OM.